Bonjour chers auditeurs, ici Eric Lantier au microphone et merci de prendre part à cette 16e partie de cette diffusion spéciale du Tour d'Horizon. Et oui, il est question de leadership et on s'inspire du livre de Cyril Barber qui s'intitule « Néhémie ou l'art de diriger ». Lors de notre dernière capsule, j'expliquais que tout leader, tout agent d'influence, tout instigateur de changement doit apprendre à vivre avec la moquerie. Aujourd'hui, je parle des menaces. Et oui, mesdames et messieurs, ce qui arrive, c'est que quelqu'un qui avance va inévitablement vivre des menaces. Des menaces, mais oui, c'est clair. C'est clair parce que quand on change quelque chose, on menace le confort de quelqu'un. On menace la stabilité de quelqu'un. On menace la protection de quelqu'un. Parce que si, par exemple, quelqu'un veut protéger son travail, on veut faire une réorganisation. Je pense, par exemple, au fait qu'on veut enlever les commissions scolaires. Il y a des gens qui vont vouloir garder leur poste, garder leur travail. Même si on leur dit, on va protéger ton salaire, mais peut-être que ça ne fait pas leur affaire parce qu'ils vont devoir faire un travail qui ne leur convienne plus, disons. Disons-le ainsi. Et donc, et ça, c'est dans plein de domaines. L'être humain a tendance à vouloir protéger ses acquis. Et quand on bouge, quand on amène du changement, c'est clair qu'on va déranger. Écoutez, les menaces, on voit ça dans le monde du sport, on voit ça en affaires, on voit ça malheureusement en amour. Mais on ne devrait pas appeler ça de l'amour parce que lorsqu'on menace notre partenaire, c'est plus beaucoup de l'amour. On peut par exemple menacer quelqu'un qui s'en prend à notre amoureux ou notre amoureuse. Ça oui aussi. Et on voit ça dans tout ce qui implique, à proprement parler, de la compétition. Dès qu'il y a de la compétition, il y a de la possibilité d'avoir des menaces. Maintenant, il y a différents types de menaces, des menaces verbales, mais qui vont insinuer qu'il va y avoir de la violence ou un conflit et qui peut être évité si, par exemple, la partie adverse se plie, se soumet. Et c'est pour ça que les menaces, lorsqu'elles sont verbales, débutent souvent avec un « si ». Et moi, j'ai appris, quand j'étais jeune parent, à enlever le « si » de mon vocabulaire et de le remplacer par le « parce que ». Vous allez voir, c'est un changement de mots, mais c'est un changement d'atmosphère totale. Au lieu de dire à mon enfant, si tu ne manges pas de tes asperges, tu n'auras pas de dessert, c'était plutôt, tu vas manger tout ce qu'il y a dans ton assiette. À la fin, lorsque c'était le temps d'apporter le dessert, là je lui disais, parce que tu n'as pas mangé tes asperges, tu n'auras pas de dessert. Alors, au lieu de proférer une menace, je le mettais au fait avec la consigne qu'il n'avait pas respectée. Et donc, ça devenait sa responsabilité, sa gestion, et il devait assumer, mon enfant, ses conséquences. Alors, lorsqu'on change un « si » à un « parce que », ça a un impact. Une menace est souvent accompagnée d'intimidation, c'est sûr, parce que le but d'une menace, c'est amener l'adversaire, amener notre opposant à changer d'attitude en notre faveur. Et donc, ça requiert l'intimidation, ça requiert la force, ça requiert la violence. Donc, énormément de négativité, évidemment. Qu'est-ce qu'une menace? Eh bien, selon le dictionnaire CNRTL, eh bien, ce qu'on nous dit, c'est que c'est une expression d'un projet ou l'expression du projet de nuire à autrui, ou un signe par lequel se manifeste l'imminence d'un danger. Donc, c'est l'expression du projet de nuire à autrui. Donc, c'est une expression du projet de nuire à quelqu'un d'autre. On exprime notre intention de nuire à quelqu'un d'autre. Donc, si tu ne fais pas ça, eh bien, il va t'arriver telle chose. Ou c'est un signe par lequel se manifeste l'imminence d'un danger. On voit, par exemple, qu'il
il y a une tornade qui s'en vient, eh bien, il y a des signes avant-coureurs qui nous laissent croire qu'il va y avoir un danger, évidemment. Donc, parce que oui, il arrive aussi qu'il y a des menaces qui sont d'ordre météorologique, d'ordre naturel, c'est pas toujours relié à l'être humain. Mais dans la plupart des cas, de ce qu'on vit, spécialement en relation, c'est relié à l'être humain. Mais dans le cas qui nous concerne, dans le cas de Néhémie, il y avait des menaces de violence contre les Juifs qui étaient là pour les empêcher de poursuivre leur mission, de reconstruire la muraille, et de les décourager. Et donc, on voit qu'il y avait une coalition de forces qui se sont unies pour essayer de décourager le peuple juif. Ils se sont tous ensemble ligués pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Donc, il y avait des menaces parce qu'il y avait un danger imminent qui s'en venait. Et, justement, il y avait des gens qui avaient entendu qu'il allait y avoir des attaques contre Jérusalem et c'est pour ça que ces gens-là sont venus un peu comme en éclaireur pour aviser Néhémie que le peuple juif à Jérusalem allait être attaqué. Évidemment, ils ont eu recours à la prière. Néhémie a prié, mais il n'a pas simplement prié. Il s'est organisé aussi. Il s'est assuré que chacun soit armé et il y avait une partie du groupe qui veillait à la défense et une autre partie qui travaillait parce qu'il voulait montrer à tout le peuple, oui, il va y avoir une protection, donc ne vous laissez pas décourager. On s'est organisé. On n'arrivera pas à la dernière minute en disant le Seigneur va nous aider. Non, on va se préparer. On est au courant, on se prépare. La préparation et la planification fait partie d'être à l'écoute de l'Esprit de Dieu également. Et donc, il y avait une partie du groupe qui veillait à la défense et une autre partie qui travaillait. Et on allait démontrer du fait que non seulement qu'il y avait une partie du groupe qui travaillait, mais on voulait démontrer également qu'il y avait une partie qui veillait à la défense du groupe et ça voulait dire à l'adversaire qu'on ne reculait pas devant l'intimidation. Et tout le monde, ce qui est assez spécial, devait dormir habillé et devait se préparer au combat dès qu'ils entendirent la trompette. Il fallait toujours être prêt. Il fallait toujours être prêt, être préparé à ce qu'il y ait une attaque. Et ça même, je veux dire, physiquement, il se couchait habillé avec le linge du lendemain matin. Donc, s'il entendait de la trompette, c'était pas le temps de mettre ses chaussures, c'était pas le temps de où est-ce qu'ils sont mes bas. Tu étais prête. Tu te levais, tu mettais tes souliers, puis tu partais, c'est tout. Alors, Néhémie n'a pas simplement eu recours à la prière, n'a pas simplement organisé le peuple pour que le travail continue, pour que le travail puisse continuer, et n'a pas simplement mis des gardes pour s'assurer, pour assurer la protection de la ville, la protection des citoyens, mais il a fait une chose. Il a passé un discours assez bref, mais percutant. Ici, il a expliqué non pas pourquoi ils sont là, mais pour qui ils sont là. Et ça fait toute la différence, mesdames et messieurs. On peut savoir pourquoi on est là, pourquoi on fait quelque chose, et ça, c'est important, ça donne du sens. Mais ce qui donne plus que du sens, qui nous donne du sens et de la détermination, c'est de savoir pour qui on le fait. Si ça s'arrête à nous-mêmes, ça n'a pas le même impact. Écoutez, la plupart des gens, je ne dis pas tout le monde, mais beaucoup de gens, ne vont pas mettre la même rigueur, par exemple, à se faire un beau plat bien préparé, bien présenté, s'il est tout seul, que s'il reçoit des invités. Si je suis seul, là, ça m'est déjà arrivé, moi, de manger dans le chaudron. Je suis tout seul. Il n'y a pas de problème. Mais je ne pense pas que mes invités apprécieraient que je dise voici le chaudron, puis on mange tous ensemble dans le même chaudron. Non. On sort nos beaux couteaux, on sort nos belles assiettes. Quand on le fait pour quelqu'un, eh bien, ça produit une motivation, une détermination beaucoup plus grande
ça a un effet motivateur beaucoup plus grand. Et voici ce qu'il a dit. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Après avoir tout inspecté, je me levai pour dire aux nobles, aux magistrats et au reste du peuple, n'ayez pas peur d'eux. Vous savez, il est en train de vouloir leur donner du courage. N'ayez pas peur d'eux. Mais là, c'est après qu'il a tout inspecté, après que tout est réglé, tout est en place. Regardez, là, je ne fais pas juste vous dire des paroles en l'air. Là. Il y a des actions qui ont suivi. Il y a des bottines qui ont suivi les babines. Écoutez ça. N'ayez pas peur d'eux. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. Donc, ça donne de l'espoir. Quand on a été témoin de ce que le Seigneur nous a sorti du pétrin, a pris notre défense, eh bien, ça nous rappelle que s'il était là, il va être encore là, parce qu'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. Et il finit à la fin, et vos maisons. Il part de vos frères, qui est un peu plus loin, vos fils et vos filles, qui est un petit peu plus près, vos femmes, qui est pas mal près, et vos maisons, en d'autres mots, pour vous-même, pour ce qui vous appartient, etc. Et donc, et là, ça donne du sens. Pour qui je le fais? Pour qui je le fais? Pour qui je fais le tour d'horizon, par exemple? Je le fais pour les Québécois, pour les francophones, pour les jeunes qui entrent dans la vie, les jeunes adultes qui sont en train d'élever des enfants. Je le fais pour mes petits-enfants. Vous êtes un leader, vous êtes impliqué. Pourquoi vous faites ça? C'est une question première, c'est une première question. Mais ensuite, pour qui vous le faites? Pour vous-même? Et c'est intéressant, dans le texte, il ne dit pas pour vous-même. Il dit vos frères, vos fils, vos filles, vos femmes et vos maisons. En d'autres mots, si vous êtes là pour combattre, c'est pour les autres. C'est notre rôle de combattre pour les autres. C'est ça qui donne du sens. Pour qui combattez-vous aujourd'hui? Et devant la menace, eh bien, ce qui nous donne un élan, c'est de le faire pour les autres. Je pense à un couple qui ont des jeunes enfants et que un de leurs tout petits est aux prises avec le cancer. Ils doivent aller aux États-Unis. Ils ont dû laisser leur travail pour se consacrer à ce petit enfant-là qui suit des traitements et c'est difficile. Pour qui ils le font pour lui? Ils mettent cette énergie-là. Ils auraient pu baisser les bras et dire « Hey, c'est trop pour nous, c'est trop pour nous. » Non, ils ont combattu pour lui. Ils le font pour lui. Et qu'est-ce que ça lui donne comme exemple? Qu'est-ce que ça lui lance comme signal à ce petit garçon-là? Et si Dieu lui prête vie encore plusieurs années, quand il va devenir adulte, si Dieu lui accorde cette grâce, et jusqu'à maintenant, il lui a accordé cette grâce, eh bien, il va voir que ses parents lui ont accordé de la valeur. Quand on voit des gens combattre pour nous, ça nous donne de la valeur. Ça nous empêche de se relâcher. Parce qu'on ne le fait pas seulement pour nous-mêmes, on le fait pour les autres. Et si on arrête, c'est les autres qui vont perdre. Et c'est pour ça que devant la menace, un leader doit encourager ces gens et donner du sens en rappelant pour qui on fait ces choses-là, pour qui on agit, pour qui on se consacre, pour qui on travaille, pour le mieux-être des autres. Ça donne de la valeur, ça donne du sens. Ici, dans ce contexte-ci, il n'a pas expliqué pourquoi, mais il a expliqué pour qui. Et vous savez, je vous disais tout à l'heure que la menace est souvent accompagnée d'intimidation. Eh bien, c'est pour ça que c'est important qu'un jeune qui fait face à l'intimidation, puis au Québec, il y en a beaucoup, eh bien, il faut lui rappeler
à ce jeune-là qui a une raison d'être, qui a une contribution, qui a une valeur. On doit lui rappeler à cette personne-là, ce jeune qui vit de l'intimidation, combien il a de la valeur pour nous. Demain, mesdames et messieurs, il sera question d'un autre sujet qui touche l'opposition. Eh bien, les tentatives de découragement. Il y a des gens qui, sans le savoir, ou d'autres, consciemment, vont tenter de nous décourager. Eh bien, mesdames et messieurs, on va en parler demain. Avant de clore cette émission, j'aimerais vous mentionner ceci. Si vous désirez réentendre ce tour d'horizon ou le faire parvenir aux gens de votre entourage, vous n'avez qu'à vous rendre au www.ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. Sur ce, chers auditeurs, je vous dis à demain.